Aujourd'hui, on fête les 70 ans de la télé en Belgique. Et en 70 ans, on peut dire qu'il s'est passé un tas de choses. Les écrans sont vraiment partout dans nos vies. Ils sont dans nos salons, dans nos cuisines, sur nos poignets, dans notre bureau, partout. On ne peut plus vivre sans. 96% des Belges possèdent une télévision. 90% sont équipés d'un smartphone. 99% des gens l'utilisent aux toilettes, dont vous. En moyenne, on passe un tiers de notre temps à les utiliser au quotidien. Aujourd'hui, on vous parle des écrans. Il y a énormément de choses à dire sur les écrans. L'évolution de la technologie, comment bien choisir son écran pour ne pas être un Yankee, et surtout un saut dans le futur pour découvrir toutes les nouvelles technologies que l'avenir nous réserve. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus banal que des écrans. Mais il y a 70 ans, c'était une technologie extrêmement nouvelle et surtout très chère. Dans les années 50, on estime qu'il y avait seulement 3500 foyers qui avaient une TV en France. Et en Belgique, on n'en parle même pas. Et dans les années 60, on estime qu'elle coûtait aussi cher qu'une voiture. Énorme! C'est également une période pendant laquelle on va tester différentes choses et on va essayer de trouver une place dans nos salons pour cette nouvelle télé, ce nouveau produit. Alors ça passe par des inventions parfois un petit peu farfelues, comme le Kuba Comet, qui est en gros un grand meuble avec une télé, un phonographe. En gros, ça fait l'image et le son tout en étant dans une sorte de meuble un peu design. Ça me fait penser un peu à un smartphone en fait. C'est un peu moins intelligent et surtout pas connecté à Internet. Et il n'y a pas de batterie, et pas très transportable. Non, C'est pas vraiment un smartphone non plus quoi. Mais bon, l'idée est là. Mais au niveau technologique, comment ça marche? Eh bien, on avait des écrans comme celui-ci, qui est un écran cathodique. Ça balance des électrons sur l'écran à l'avant, qui libère une énergie lumineuse et nous donne notre image. Au niveau affichage, que du noir et blanc, il faudra attendre 1967 en France pour avoir la couleur. Et 1971 en Belgique. Ça devait faire bizarre de voir en noir et blanc avant. Ok, c'est cool Mathis des écrans de TV, mais c'est quand qu'on a des écrans d'ordinateur comme celui-là? Et bien justement, les moniteurs d'ordinateur vont prendre pas mal de temps à arriver. Au début, c'est en noir et blanc et seulement pour du texte. Et il faut surtout le dire, les PC de l'époque ne ressemblent pas du tout à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Ils étaient énormes, ça prenait beaucoup de place, ils étaient certainement pas destinés à un usage domestique. Là, le Apple Vision que tu montres là, il est sorti en 1992, donc autant dire bien après. Il a fallu 31 ans avant qu'il annonce la version Pro de cet écran? Ah, tu parles du casque? Oui, l'Apple Vision Pro. Avec les années, la technologie des écrans continue d'évoluer, mais très lentement. Et on continue quand même à tester de nouvelles technologies. Seiko a sorti la TV Watch en 1982, qui était basiquement une TV sous forme de montre. Ils avaient même fait la promotion en vous montrant que vous pouviez regarder le dernier film James Bond dessus. Ça fait un peu Totally Spice. Bonjour les filles! Et tu sais ce qu'il y a d'encore mieux? Eh bien, c'est le Nintendo Virtual Boy. En gros, c'est l'ancêtre du casque VR qui existait déjà en 1995. Tu pouvais jouer à ton jeu de tennis directement en mettant le casque. Franchement, pour l'époque, c'était quand même stylé. Oh bah Apple a fait l'Apple Vision en 1992, donc... Mais t'as rien compris. En vrai, c'est au début des années 2000 et avec l'arrivée du numérique que la technologie des écrans va vraiment évoluer. Le LCD qu'on connaît tous et qu'on aime arrive, et avec lui évidemment les écrans plats. Le LCD, c'est une technologie où vous avez un cristal en surface qui va rediriger la lumière qui vient par derrière, un rétroéclairage qui d'ailleurs plus tard sera un rétroéclairage en LED. Et en fonction de la position des cristaux en surface, ça laisse plus ou moins passer de lumière, et puis après vous rajoutez un filtre bleu, rouge ou vert pour avoir justement la couleur. Et au niveau des avantages du LCD, eh bien on en a beaucoup. Déjà premièrement, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus léger. Vous voyez là, c'est un très gros écran LCD et pourtant je le porte facilement entre mes mains. Celui-là, ce serait déjà beaucoup moins facile. L'autre avantage, c'est que ces dalles sont plates et avec des coins bien droits. Ici, la face est convexe avec des angles arrondis. Franchement, qu'on se le dise, ça ressemble à rien. Et enfin, un avantage qui n'est pas des moindres, eh bien c'est l'apparition du format 16/9 comme l'écran que j'ai entre les mains, alors qu'avant on était d'office sur du 4/3. Mais la révolution n'est pas juste au niveau du LCD et des écrans plats. On passe de la SD à la HD. On a toutes les consoles de jeux aussi qui commencent à passer en HD, avec notamment la PlayStation 3, la Xbox 360 et des jeux comme Crysis qui faisaient brûler notre PC. Et en 2009, une révolution apparaît. Le meilleur film de tous les temps sort au cinéma, Avatar en 3D, c'est incroyable. Et là, l'industrie réagit directement. Il faut mettre des télés 3D chez tout le monde. Avec des petites lunettes pour les regarder, c'est clairement le futur de la télévision. Mais vous l'avez compris, vous l'avez vu venir, ça a été un énorme flop. À part Avatar qui a mis la barre très haut, le reste du contenu est vraiment médiocre, voire inexistant, et personne n'a envie de consommer du contenu avec des lunettes peu confortables et dégueulasses assis dans son canapé. C'est vraiment pas le rêve qu'on nous a vendu, franchement. Par contre, une vraie révolution, c'est ce qui se passe au niveau des téléphones. On passe de petits écrans qui affichent Snake, pas grand chose, à des full écrans LCD qui sont meilleurs que ce qu'on avait là même pas 10 ans. Et en 2007, l'iPhone arrive et là, c'est la révolution de l'écran tactile qu'on peut toucher et contrôler comme on veut. Et la suite, vous la connaissez déjà. Toujours plus de résolution, des télévisions intelligentes, des télévisions OLED, QLED, mini-LED parfois. D'ailleurs, Aurélien, toutes ces vieilles bricoles là, elles ont fait leur temps. Ça te dirait pas qu'on a acheté un nouvel écran? Let's go. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, Aurélien, on peut dire que les écrans sont tout autour de nous. Ah, franchement, il y en a un là, il y en a un là,
Et il y en a là. Rien, pas que littéralement. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, les écrans sont tout autour de nous, toute la journée dans nos vies, et c'est vrai qu'il est très facile de s'y perdre. Avec tous les termes techniques, le marketing des marques, etc., HDR10, moins 10, plus 9, on peut très vite s'y perdre. Heureusement, on est là pour vous guider. C'est un peu le principe d'on n'est pas des Yankees. Donc, on a analysé, on a décrypté, on a regardé toutes les technologies pour les écrans, les TV. On va vous guider vers le type d'écran parfait pour vous. Le premier critère auquel on pense quand on doit choisir son nouvel écran, et sans aucun doute le plus important, c'est la résolution. C'est extrêmement important d'avoir de bonnes résolutions. C'est vrai que c'est très important d'avoir de bonnes résolutions. Après, moi, j'ai du mal à les tenir quand même. Par exemple, l'année dernière... De quoi tu parles? Moi, je parlais justement de l'écran qu'on a ici, qui est un écran 8K, et c'est vrai que voilà, on voit la différence. Quand tu colles ton œil, impossible de distinguer les pixels. Après, est-ce que vraiment aujourd'hui, on a besoin d'un écran 8K? En vrai, il n'y a pas beaucoup de contenu 8K disponible pour le moment. Il n'y a même pas beaucoup forcément des fois de contenu 4K. Beaucoup de gens regardent en streaming, donc là, le 4K au niveau qualité, c'est écrasé. Donc moi, je dirais non, on n'a pas besoin de 8K. Surtout qu'au vu du prix aujourd'hui d'un écran 8K, il est beaucoup plus intéressant d'acheter par exemple un écran 4K avec un processeur intégré qui va faire de l'upscaling et qui va permettre d'augmenter la résolution des contenus que vous regardez. Parce qu'aujourd'hui, même avec le budget, vous allez avoir plus de problèmes à trouver les contenus que réellement avoir le support. Surtout que pour le prix d'une TV 8K qui est au-dessus de 2000 €, vous avez une très bonne TV 4K et en plus, vous allez vous limiter dans le choix parce qu'il y a très peu de TV 8K disponibles sur le marché. Donc là, si vous voulez une certaine taille, bonne chance pour la trouver. L'écran qu'on a derrière nous, c'est littéralement un écran 8K à 8K au niveau du tarif. On peut retrouver des écrans 8K à partir de 2000 €. Mais si c'est pour acheter le moins cher des écrans 8K, est-ce qu'il n'est pas préférable d'acheter le meilleur des écrans 4K? C'est une bonne question. Par contre, ce qui peut faire vraiment la différence, contrairement à la résolution, c'est le type de dalle. D'ailleurs, en parlant de dalle, j'ai pas faim, moi. Commence à faire faim. Allez, on va en parler, mais d'abord, on va manger. Maintenant que vous savez quelle résolution choisir, passons au type de dalle parce que c'est un gros sujet. Par exemple, autour de nous, on en a plein de différents. On a du LED, du QLED et de l'OLED et aussi du lait. Pour mon café? Oui, exactement. Ah, ok. Pour vous expliquer les différences rapidement, au niveau du LED, on a juste remplacé le rétroéclairage qui est derrière la dalle LCD par des LED qui sont plus efficaces au niveau énergétique et aussi plus lumineuses. Pour l'OLED, plus besoin de rétroéclairage parce que chaque pixel émet sa propre lumière. Et pour finir avec le QLED, comme l'écran qui est juste ici derrière moi, c'est une sorte d'amélioration de l'écran LED de base. On a toujours le système de rétroéclairage, mais en plus, on a une couche de points quantiques qui va apporter pas mal d'améliorations. Q comme quantique, vous l'avez compris. Mais alors Aurélien, pour quel usage choisir une dalle plutôt qu'une autre? C'est une très bonne question et c'est plus simple que vous ne le pensez. Les avantages de l'OLED sont des noirs absolus qui donnent un contraste infini, on a aussi des meilleurs angles de vision et finalement, les couleurs sont ultra vives. Pour les avantages du QLED, on en a 4 principaux et le premier, c'est la qualité des couleurs qui est de loin la plus réaliste de toutes les dalles qu'on a ici. Deuxièmement, c'est la dalle la plus lumineuse et ça va faire une très grosse différence au niveau des reflets que vous allez avoir sur votre écran si jamais vous êtes dans une pièce très lumineuse. Ça franchement, ça compte pour 2 avantages. Et le dernier avantage qui n'est pas des moindres, eh bien c'est le prix, c'est beaucoup mais vraiment beaucoup moins cher que l'OLED pour certains avantages en plus et ça peut définitivement en faire la dalle parfaite pour vous. Et enfin, les avantages du LED, c'est moins cher, c'est le seul avantage. Il n'y a pas d'avantage. Si, c'est moins cher. Donc si vous voulez une dalle premier prix, c'est ce que vous aurez. Bon après, une dalle LED moderne bien faite offrira quand même des bonnes performances, faut pas déconner, surtout pour le prix. En vrai, ça va. Bon Aurélien, on a vu la résolution et le type de dalle, c'est très bien, on a compris le principe. Moi, il y a un truc où je suis perdu, c'est au niveau du HDR. Trouve-moi une solution, explique-moi. Alors c'est vrai que l'HDR est très important, c'est même un peu la révolution au niveau des écrans ces dernières années. On se préoccupe vraiment de la qualité d'image et à quel point on peut restituer des couleurs proches de la réalité, mais aussi la luminosité. Et c'est ce que fait l'HDR. D'accord, je comprends l'idée, mais du coup, lorsque je choisis mon écran, je dois prendre quelle norme? HDR quoi? Ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a que 3 normes qui sont vraiment importantes. L'HDR10, l'HDR10+, et enfin le Dolby Vision. Donc en gros, Mathis, toutes les autres normes que tu as pu voir en ligne ou en magasin, c'est souvent créé de toutes pièces, c'est juste pour se montrer plus beau que l'autre marque, c'est du marketing. C'est un truc de Yankee en gros. En gros, pour résumer les 3 normes qu'on a citées juste avant, vous avez l'HDR10 qui est vraiment supporté partout, Netflix et pas mal d'autres sites de streaming, donc c'est bien de l'avoir. Vous avez l'HDR10+, qui lui est une amélioration de l'HDR10, donc si votre écran le supporte, vous serez beaucoup plus future-proof et vous aurez accès à des fonctionnalités supplémentaires. Et enfin, le Dolby Vision est propriétaire, mais il apporte son lot de fonctionnalités très intéressantes. Si c'est respecté, en tout cas, vous aurez la meilleure qualité d'image avec. Et pour les consoles, c'est sensiblement la même chose. Elles supportent pour la plupart l'HDR10, à part la Switch, parce que c'est la Switch. Et si vous cherchez un écran PC, on a également ce qu'il vous faut. On va passer en revue chacune des spécifications à regarder. Parlons d'abord résolution. Si vous n'êtes pas trop gamer, en général, la plus haute résolution possible, selon votre budget, sera pas mal. Surtout si vous êtes créateur de contenu. Si vous êtes gamer, toutefois, là, on a des recommandations selon la puissance de votre PC. Si votre PC est en dessous de 1000 €, on vous conseille plutôt du Full HD, du 1080p. Si vous avez un PC de 1000 à 2000 €, le 1440p est la meilleure résolution pour vous. Et enfin, si vous êtes un gros Yankee avec un gros PC bien cher, prenez du 4K
forcément, et là, vous vous ferez plaisir. Alors là, je vous vois derrière votre écran ou votre clavier en train de vous arracher les cheveux et de taper un commentaire. Alors bien entendu, les tarifs qu'on vient de vous donner, c'est si vous voulez jouer à tous les jeux, c'est-à-dire même des AAA, et bien entendu avec un maximum de FPS. Parce que, et on va en parler maintenant, un gamer a bien entendu besoin d'un maximum de fluidité. Et ça se traduit par une spécification très importante pour un écran, c'est le taux de rafraîchissement en Hz. Un écran de base fonctionnera à 60 Hz, donc 60 images par seconde ou 60 FPS. Donc si vous êtes un gamer qui se respecte, 120 Hz minimum franchement. 165 Hz si vous pouvez pour quelques euros de plus, c'est encore mieux. Si par contre vous avez encore plus de budget, vous pouvez facilement monter à 240 ou 365 Hz. Il y a même des écrans aujourd'hui qui existent à 540 Hz, c'est assez énorme. Et si vous voulez approfondir le sujet, on a fait une autre vidéo sur la chaîne RTBFXP avec une joueuse pro où on a fait un blind test et elle a testé les différents taux de rafraîchissement. Donc si vous voulez savoir si c'est vraiment important, allez voir la vidéo. Normalement, avec tous ces conseils, vous avez toutes les informations pour ne plus être des Yankees. Mais moi Aurélien, j'ai envie de rêver. J'ai envie de découvrir ce que le futur nous réserve. Moi aussi. J'ai envie de découvrir le futur des écrans. Moi aussi. Bah alors allons-y. Let's go. Oh waouh! Eh mais c'est vachement cool le futur. Ouais, c'est trop bien. Et si vous trouvez que ce décor est un petit peu exagéré, attendez de voir ça. Ce que vous voyez là, c'est la sphère de Las Vegas, un énorme dôme d'écran à l'extérieur comme à l'intérieur. Le plus grand écran au monde avec 7 terrains de foot de surface et à l'intérieur un écran immersif de 15 000 mètres carrés. On en perd le sens du haut, du bas, de la gauche, de la droite. Franchement, c'est assez fou. C'est peut-être ça le futur des écrans au final. Fini la course à la résolution, le 4K, le 8K, le 32K. Non, ici on vise une expérience et une immersion totale. Toute l'année, on voit passer des nouveaux produits, des innovations, des nouveaux concepts, que ce soit sur Internet ou sur des salons comme le CES de Las Vegas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé la crème de la crème de ce qui pourrait constituer le futur des écrans. Peut-être que le futur des écrans, c'est des hologrammes en fait. T'arrives chez toi, t'as une table basse et bam, t'es dans ton jeu. T'es médecin, tu peux vraiment regarder à l'intérieur du patient, regarder où est la tumeur ou autre chose. Mais ça existe déjà. Moi, j'étais voir Michael Jackson en concert comme ça, il était en hologramme au milieu de la scène de foot. Non, pas vraiment. En réalité, ce que tu as vu, c'est plus une plaque de verre avec une projection dessus. D'ailleurs, si tu te déplaces sur le côté de la salle, mais là, l'immersion est totalement cassée parce que tu verras juste une sorte de projection en 2D. Mais je me suis fait arnaquer. C'était pas Michael Jackson. Ce qui se rapproche le plus d'un hologramme à l'heure actuelle, c'est des projets comme Starline de Google ou encore Ghost de Logitech qui sont dédiés pour la télécommunication, en gros des vidéoconférences. Le principe, c'est de faire apparaître votre interlocuteur sur un écran et vous avez des caméras qui vous traquent et qui le traquent lui aussi pour que quand vous bougez, eh bien, vous voyez vraiment l'autre côté de son visage. Donc c'est pas encore tout à fait un hologramme encore une fois. Moi par contre un truc qui m'avait beaucoup plu au CES, c'était sur le stand d'Asus, ils avaient justement un PC portable avec la même technologie, c'est-à-dire qu'il y avait deux projecteurs autour de la webcam qui envoyaient des images chacune à l'un de tes yeux et du coup tu voyais ce qui s'affichait à l'écran en 3D aussi. Mais ce qui est cool c'est que c'était dans un PC portable et donc vraiment utilisable dans la vie de tous les jours. Et une autre tendance c'est les projecteurs immersifs. Sur le stand de LG au CES, il y avait une sorte de pièce complète où tu avais un écran au milieu, l'extension de l'écran était projetée et franchement c'était plutôt stylé. Alors moi aussi j'ai testé mais franchement j'étais pas convaincu. J'imagine pas trop les gens installer plein de projecteurs chez eux. Moi ce que j'imagine pour le futur, c'est des casse-verres actuels, miniaturisés, dans mes lunettes ou même dans mes lentilles. Tu vois là je suis en train de marcher dans la rue, il y a une flèche qui apparaît qui me dit ta destination est là-bas et j'ai juste à suivre. Oui bien sûr, et puis tu traverses la rue et là t'as un badge de Windows qui apparaît. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Dans la même idée, il y a une tendance par rapport aux écrans transparents qui peut être super intéressant pour s'intégrer facilement dans votre mobilier par exemple. Je vois bien une grande baie vitrée remplacée par une télé transparente. La journée, vous voyez à travers et le soir, ça pourrait devenir votre télé. On a d'ailleurs été voir une TV comme ça de chez LG qui était transparente et vraiment c'est hallucinant. Vous mettez votre téléphone par derrière et vous voyez à travers comme si c'était une vitre. Mais quand vous avez un fond noir, c'est vraiment une TV normale. Par exemple, les miroirs connectés, on en voit souvent sur les réseaux sociaux. Vous avez des gens qui mettent des écrans derrière le miroir et puis ils peuvent voir la météo, ils peuvent regarder une vidéo YouTube, peut-être même un tuto make-up. T'imagines Aurélien par exemple, tu pourrais me regarder comme ça le matin pendant que t'es en train de te coiffer, de mettre ton petit gel et tout. Moi je trouve ça réellement intéressant et c'est le genre d'intégration avec tous les jours qui d'après moi est vraiment utile. Mais est-ce que les écrans pliables qu'on a dans les smartphones actuels ne pourraient pas être aussi intégrés à notre maison du futur? Bah clairement, et c'est déjà le cas. On a les écrans pliables, ça je pense qu'aujourd'hui tout le monde le connaît, mais on a aussi des écrans enroulables, c'est-à-dire qu'on peut avoir un vrai écran une fois déplié, mais l'enrouler dans une toute petite surface, et on pourrait, je sais pas, par exemple avoir des écrans extensibles. Imagine par exemple un laptop sur lequel tu aurais simplement à tirer les côtés, et tu te retrouves avec un triple screen. Sincèrement, il y a du potentiel. Et cette technologie a déjà été montrée avec un smartphone notamment qui s'étendait et qui devenait encore plus grand, mais moi j'imagine bien ça pour un gamer. T'as deux manettes de Switch, tes cartes, et hop, t'as une méga grosse Switch. Au-delà de la technologie qui est déjà impressionnante, c'est toutes les applications qui peuvent vraiment être très intéressantes. Et pour terminer, une technologie qui est peut-être un petit peu plus proche dans l'avenir, c'est le micro-LED. Alors le micro-LED, c'est quoi? C'est d'après beaucoup de personnes, la technologie du futur qui devrait remplacer nos écrans LED actuels. D'après beaucoup de monde, ça devrait être la technologie qui remplacera nos écrans LED, mais également les écrans OLED et QLED.
Alors le micro-LED, comment ça marche? Eh bien, pour chaque pixel que vous avez sur cet écran, vous avez une LED qui est réellement derrière. Donc vous n'avez pas de filtre, vous n'avez pas de rétroéclairage. Chaque pixel est vraiment sa propre LED. Mais alors, quels sont les avantages? Premièrement, on a une colorimétrie qui est vraiment au top. Mais c'est pas le plus gros des avantages. On a également une luminosité qui est jusqu'à 10 fois supérieure à celle d'un écran OLED. Mais plus de luminosité veut dire aussi une bien meilleure qualité d'image, surtout pour la restitution des contenus HDR. Si vous avez le soleil, il sera vraiment très lumineux, mais si vous avez une zone sombre, justement en dessous d'une arche, vous pourrez vraiment descendre en luminosité et avoir un énorme contraste. Les écrans sont aussi plus fins, ils utilisent moins d'énergie, et le dernier avantage, c'est que contrairement à l'OLED, vous n'avez aucun souci de rétention d'image. Donc vous pouvez laisser cette image pendant 40 heures, vous n'aurez aucun souci, vous éteignez l'écran, vous le rallumez, il n'y a rien qui est affiché. Par contre, il y a un petit problème, même un grand problème, voire un énorme problème, c'est le prix. On est presque à 1 000 € par pouce pour la production d'un écran en micro LED. En gros, c'est le futur, mais pas pour demain matin. Revenons à la réalité 2 minutes. Toutes ces technologies ont beau être très excitantes, est-ce qu'au fond, on n'est pas un petit peu trop yankee de nos écrans? Est-ce que vouloir être trop connecté via plein d'écrans sur notre poignet, sur notre téléphone, via des lentilles sur nos yeux, ou même à faire des sphères géantes dans le désert, on ne se déconnecte pas au final de la réalité derrière? On est évidemment, comme beaucoup d'entre vous, des grands fans de technologie, mais qui pense à la consommation de tous ces écrans, qui pense également à la réparabilité, au fait de pouvoir réparer un écran une fois qu'il est cassé, et pas simplement le jeter. On devra un jour réussir à lier les technologies avec la durabilité, et ce jour-là, on sera vraiment yankee. C'est donc la fin de cette vidéo très spéciale. Nous espérons que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu ou un pouce rouge ou un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre les réseaux sociaux de RTBF XP et on vous dit salut.